Les vraies voix du rugby, comme tous les lundis, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby, même le lundi de Pâques. Retour sur le week-end de Top 14. Le Classico a-t-il tenu ses promesses? On va en parler bien sûr avec Philippe Spanghero et Johan Huget. Quelle perspective pour la qualification, pour le maintien? On en parlera également à partir de 20h15, précisément avec notamment ces 5 dernières journées qui s'annoncent cruciales dans ce Top 14. 20h30, l'équipe de France féminine prête pour la grande finale du tournoi Destination. On en parlera avec David Ortiz, le coach des Bleus, et puis une page culture rugby sur Lucien Mias, le docteur Pack, à l'occasion de la sortie de sa biographie, donc sur l'ancien capitaine du 15 de France. Gilles Navarro, son auteur, sera avec nous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby, comme tous les lundis soirs. On est heureux d'être avec Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut François. Ah bien, elle est belle. Salut François, bonsoir à tous. Ouais. Et bien sûr Johan Huget. Salut Johan. Johan qui va arriver. Ah, Johan qui n'est pas encore là, mais Johan est bien sûr le bienvenu, mais à la fois il est peut-être en train de chercher les œufs dans le jardin, voilà, bien sûr. On est avec bien sûr Maxime Sénat, que vous avez entendu, qui remplace un Quentin Cabanis qui prend des vacances. C'est nouveau. Il est à Clermont ce soir. Ah, il est à Clermont, ben voilà, c'est magnifique lundi de Pâques pour Quentin, bien sûr. Et puis on va revenir quand même, Philippe, sur ce Classico hier soir, 27 pour Toulouse, 21 pour le Stade Français, le Classico, parce que bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'était surtout un peu le choc des contrastes là entre une équipe 12e, celle des Parisiens, et les Toulousains premiers. D'abord, est-ce que selon toi le match a tenu ses promesses? Est-ce que c'était un match de bonne qualité? Voilà, moi j'étais au stade, je vous donnerai mon avis. Alors de bonne qualité, les conditions météo n'ont pas aidé à avoir un grand match de rugby, mais sur l'envie, l'engagement, oui. Après, on s'attendait quand même à autre chose de la part du Stade Français qui a le couteau sous la gorge, clairement. On sait à quel point les Toulousains, même quand ils arrivent aujourd'hui avec une équipe remaniée, peuvent être dangereux. Ils l'ont prouvé encore hier soir à Jambouin. Ils ont mis fin, je crois, à 6 ans de défaite en terre stadiste, je crois, depuis 2019. Et donc ils y sont allés avec cette jeune équipe, voilà, cette équipe B, sans lui faire offense, qui est capable d'aller faire des coups à peu près sur tous les terrains, et ils l'ont fait encore hier soir. Ouais, Johan Huget est là, bien sûr, il n'avait pas ouvert son micro. Johan, salut. Si, mon micro était ouvert, j'attendais dans la salle d'attente. On m'a dit que quelqu'un va vous ouvrir. C'est pas grave, hein. Ouais, mais non, mais je suis content de vous retrouver, messieurs. T'es toujours le bienvenu, Johan. Est-ce que c'était un Classico qui a tenu ses promesses selon toi? Quand Toulouse gagne, ça tient toujours ses promesses, bien entendu. Mais j'étais fier et content de voir que la jeune pousse et garde toulousaine soit bien représentée au-delà du résultat. Hein. C'est comme chaque sortie, ils arrivent à faire des choses cohérentes dans le jeu, même s'ils ont quelques passages à vide, notamment en conquête. Ça a été très très difficile avec le retour de Peato. Et j'ai trouvé des Franciliens assez stériles, assez fébriles, mais en tout cas ils n'ont pas lâché. À 17-0, c'était compliqué. Ils ont réussi à revenir dans la partie, et il manque ce supplément de confiance pour pouvoir basculer sur la victoire. Ce qui est le plus surprenant, c'est quand même que ça me fait penser au scénario du match à Bordeaux. Ils avaient un banc quand même Bordeaux, très, Montpellier, très, Philippe, c'est pareil. Hein. Non, mais là vraiment sur la jeunesse du banc, c'était encore du banc toulousain, c'était encore plus inexpérimenté qu'à l'habitude. Et on se dit, est-ce que au moment du coaching, ça va tenir? Et c'est finalement avec le coaching qu'ils s'en sortent quelque part. À Bordeaux, ça n'a pas suffi, mais le réveil toulousain, il est quand même marqué par le moment du coaching. Et là, contre le Stade Français, on sent que les dynamiques s'inversent, que le Stade Français reprend la main sur ce match, mais on y reviendra, avec beaucoup de fébrilité et une incapacité quand même à marquer dans ces temps forts. Et au moment du coaching, c'est là que Toulouse met le dernier coup, qui reprennent le score avec Malia, qui débloque le compteur parce qu'il y avait eu, je crois, 20 ou 25 minutes sans points, et puis que ils assurent le score en fin de match, et Paris repart avec 0 points. Comment c'est malheureux, mais c'est un manque de confiance aussi, hein, parce qu'à un moment donné, les cadres du Stade Français, ils ont failli, carton jaune d'entrée comme ça, 17-0, c'est dur de remonter. Hein.
Justement, comment tu l'expliques, toi, Johan, ce départ Kata, là? Parce que c'est quoi? C'est la pression du match? C'est bizarre. Clairement. On peut lire Paul Gabriel qui dit on a préparé ce match, on savait ce qu'il fallait faire, on avait le plan de jeu, mais ça n'a pas suffi parce que d'une fois entre le préparer, le travailler, arriver sur le terrain avec un stade qui est plein, donc ils n'ont pas l'habitude. Jouer ce rôle de maintien qui n'est pas facile à jouer parce qu'on joue les matchs pour ne pas les perdre au-delà de pas les gagner. Et ça fait un match un peu comme ça où les Toulousains viennent, tiennent le ballon pendant 2 minutes sur la première phase, ils marquent. Mais après c'est une très très belle équipe toulousaine non plus. Il faut pas dire c'est une équipe B. Le pack de devant était costaud avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer en top 14. Mais c'est vrai que c'était un peu inexpérimenté avec, je crois, par Peato, pas mal de joueurs en dessous des années 2000. Ouais, c'était effectivement une revue d'effectifs intéressante pour le staff toulousain. Est-ce que tu es d'accord, Philippe, pour dire que l'un des tournants du match, peut-être le tournant pour les Parisiens en tout cas, c'est l'essai non validé pour Macalou, là, aux alentours de la demi-heure, là, avec le bras de Verger qui empêche le troisième ligne parisien d'aplatir? Alors au final, quand on voit le score final, on peut se dire que oui, mais après il y en a d'autres. Il y a d'autres moments forts sur lesquels vraiment ce Stade Français est beaucoup trop fébrile dans ses temps forts parce que quelque part c'est le début du réveil parisien là, ce moment-là, et jusqu'à la 50-55e, quasiment jusqu'au moment où Malia remarque pour Toulouse, on sent que les Parisiens sont revenus dans la partie. Ils sont à une marque, je crois, de reprendre le score pour la première fois du match, de reprendre l'avantage au score. Et ils n'arrivent pas à marquer. Donc il y a en effet ce premier temps fort là de Macalou, mais il y a d'autres occasions quoi. Et on sent les Parisiens très très fébriles. Et mentalement, c'est vrai que c'est très compliqué quand on voit les déclarations de Thomas Lombard aussi dit c'est une saison en enfer. Enfin, on sent qu'ils ont plus les clés parce que ils ont usé quand même tout ce qu'ils pouvaient user comme levier. Il y a eu du changement très tôt dans le staff, il y a eu des remaniements, il y a des prises de parole, il y a des postures assez fortes de la part de Thomas Lombard. On sent qu'il ne sait plus vraiment à quel sens se vouer et que tous les leviers ont été activés et que malheureusement les effets ne sont pas ressentis sur le terrain. Quel est le secteur sur lequel, selon toi, les Parisiens ont perdu ce match? Parce qu'on a su des ballons en touche aussi à des moments clés, Johan, qui ont été perdus. Enfin, il y a eu, on a l'impression que même s'ils étaient au taquet, ça n'allait pas passer. Oui, ils étaient au taquet, mais il y a les ballons hauts aussi qui a été assez préjudiciable pour eux, avec une faute de Léo Berdeux, Barré sur cette action de Paul Coste où il doit assurer. C'est difficile, c'est un synthétique, on le sait. Donc voilà, il y a pas un secteur où ils ont été plus défaillants que d'autres. C'est la globalité. J'ai trouvé les Parisiens fébriles dans leur ensemble, où ils ont du mal à maîtriser le jeu et le match, parce que dans ce moment-là, avec une équipe comme ça, comme Toulouse, et les conditions climatiques, avec le jeu au pied de Léo Barré, je vais y arriver, on doit les mettre, ces jeunes Toulousains, sous pression, et ils n'ont pas réussi à le faire. Tu parlais de l'essai de Malia. Il y a vraiment rien, parce que moi j'étais dans le stade, j'ai pas bien vu les ralentis. Il y a vraiment rien. Arrête, là, sur François, arrête François, t'as très bien vu. Arrête François, tu viens faire une polémique pour rien là. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Il le fait pas tomber. C'est vrai qu'il Marchante, s'il tombe pas, il peut pas empêcher Malia d'aller marquer. C'est une question, attention. Non, honnêtement, ça m'a pas choqué. Enfin, la décision est pas choquante par rapport à l'action, mais on peut revenir dessus. Mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit que ça mérite de remettre en question la décision. En tous les cas, le Stade Français a quand même plein d'occasions de renverser ce match avant cet essai-là, et ils le font pas. Donc honnêtement, non, je trouve pas. En tous les cas, pour revenir sur le Stade Français, pour terminer, c'est vrai que ce qui me surprend beaucoup avec cette équipe, on l'a dit plusieurs fois cette saison, mais il y a quand même pas eu énormément de turnover quand même dans cette équipe. On la laisse la saison dernière dans les 2 premiers de phase régulière, qualifiés directement en demi-finale. Alors,
un peu trop peu ambitieuse dans le jeu, mais très forte sur les fondamentaux en conquête. On a eu Thomas Lombard en début de saison qui a dit que certainement il s'était perdu aussi dans le plan de jeu qui avait trop évolué et que on avait un peu perdu les fondamentaux du côté du Stade Français et qu'ils allaient revenir pour se rassurer. Mais le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et sur les fondamentaux, ils sont pas assez forts. Et c'est surprenant par rapport au fait que le socle de cet effectif qui était plein de confiance la saison dernière, il n'est pas vraiment bougé. Ouais, effectivement. On va écouter quand même Virgile Lacombe, l'un des entraîneurs toulousains qui s'est exprimé au micro de Rémi Dos Santos hier soir, et c'est Quentin Fredon qui nous propose ce sonore voilà, pour souligner la progression du groupe toulousain. C'est un groupe qui est en progression puisque on arrive à mieux construire notre rugby. Il est peut-être un petit peu moins brouillon que sur les premières sorties que l'on a eues avec une équipe remaniée. Mais en tout cas, ce qui est très bien pour nous, c'est de pouvoir continuer à prendre des initiatives et à jouer et ne pas se recroqueviller du fait qu'on est des jeunes joueurs et des joueurs qui ont un petit peu moins d'expérience. Et encore ce soir, on a certains joueurs qui ont marqué des points et qui vont nous poser des problèmes quand on aura des compositions importantes à faire. Ouais, effectivement, ce groupe toulousain qui est en pleine progression. Johan, dernier petit mot pour le point, notamment sur ces Toulousains qui reçoivent Castres. Voilà, la gestion de l'effectif, là, on va mettre la grosse équipe pour Castres, on est d'accord? Tu vas faire tourner ceux qui ont joué, je pense à Juan Cruz Malia, 2-3 joueurs que tu veux préserver. Mais tu vas mettre l'équipe la plus compétitive pour avoir le maximum de repères au vu des demi-finales pour aller à Bordeaux. Voilà, c'est une gestion de groupe d'effectifs, mais le derby en tout cas semble bien être lancé après les déclarations d'Hugo et du président Castries. Voilà, on sent que ça a été coché. Petit problème quand même, la blessure du numéro 9 Saïto, après celle de longue durée de Antoine Dupont, ça commence à faire. On va écouter encore Virgile Lacombe à ce sujet, et toujours au micro de Rémi Dos Santos et de Quentin Fredon. À chaque fois qu'il y a un demi-mêlée qui se blesse, on est inquiet. Ouais. Apparemment, c'est un coup à la cheville. On ne sait pas exactement ce qu'il a pour l'instant, mais on espère que c'est qu'un coup. Mais bon, il y a eu la blessure d'Antoine, forcément. Il y a eu la blessure de Ange qui pouvait nous couvrir à la mêlée aussi. Là, Naoto qui se blesse aussi. Donc, on va faire comme d'habitude. On va s'appuyer sur les jeunes. On a 2 demi-mêlées qui s'entraînent régulièrement avec nous. On va continuer à les faire travailler. Et puis, peut-être être obligé de les exposer sur les matchs à venir. Voilà, pas d'ombre au tableau quand même malgré tout, parce que Saïto il a fait un match très correct. Hein. Oui, il a fait un match très correct, donc si forcément petite ombre au tableau, parce que Virgile le disait, il y avait la solution de repli d'Ange Capozzo. Alors la blessure est moins grave que prévu, mais malheureusement il sera quand même pas là pour les prochaines échéances importantes du club. Donc oui, sur le plan B, il va falloir faire confiance à des jeunes qui peut-être sont un peu moins prêts que ceux qu'on a vu éclore ces derniers mois. Mais bon, on le dit souvent, c'est vrai que ce qu'a su faire le Stade Toulousain, qui explique aujourd'hui la profondeur de son banc et de cet effectif, c'est aussi que très régulièrement, ils font venir beaucoup de jeunes s'entraîner avec eux, prendre la température de la vie de l'équipe professionnelle et du plan de jeu. Et donc, on voit des joueurs émerger qui ont 18 ans, 19 ans, et tout de suite, on n'avait jamais entendu leur nom. On se dit, mais on a l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans parce qu'ils sont à l'aise dans le projet et dans l'équipe. Mais c'est aussi dû à ça, voilà, tout ce travail en amont. Donc s'il y a deux jeunes demi de mêlée qui sont déjà dans le circuit et qui s'entraînent depuis quelques mois, il y a des chances qu'ils soient alignés et qui trouvent leur repère très vite dans cette équipe. Ouais, pas de souci pour toi sur ce point, Johan? Non, on va le mettre au repos et ça sera l'occasion, comme le dit le Hugo ou le staff toulousain, de mettre des jeunes plutôt que prévu sur le terrain. Et voilà, ça va leur un apprentissage en accéléré. C'est pas plus mal. On a vu les générations précédentes, que ce soit des Clément, des Fred Michalak, qui sont arrivés dans ces circonstances-là. Il y avait eu aussi Casalbou dans les années 80 qui est arrivé aussi très jeune. Voilà dans ce stade toulousain. On va bien sûr se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler du top 14 avec vous, messieurs, Philippe Spanghero, Yoann Huget, et puis vous, 0826 300 300. On va se projeter sur cette fin de saison. Il reste 5 journées. Qui est le mieux placé pour atteindre le top 6 ? Qui va descendre? En tout cas, on va en parler et se projeter avec vous. Restez avec nous sur Sud Radio, les vraies voix du rugby, ça continue.
Les vrais voix du rugby, même le lundi de Pâques, avec Philippe Spanghero, avec Yoann Huget, bien sûr, et vous, au 0826 300 300. Le top 14, on le disait, 21e journée, on en a parlé, c'est achevé hier avec le Classico. On va se projeter quand même sur ce classement qui est ultra serré, on le sait, puisque il y a à peu près la moitié quasiment du championnat qui peut encore se qualifier, en tout cas de Lyon jusqu'au Racing, c'est-à-dire du Lyon 6e jusqu'au Racing 11e. Il y a 8 points d'écart entre ces équipes. Cela fait 2, 4 et 5 équipes qui sont potentiellement qualifiables dans le top 6. Qui à vos faveurs, messieurs, on va en parler. D'abord sur la bonne santé du Loup, qui conforte quand même sa position dans ce top 6e, après une victoire précieuse face à Montpellier, qui pouvait aussi là se relancer dans cette course. Philippe, le Loup, on a l'impression quand même que c'est plus du tout la même équipe qu'on a vu en première partie de saison. Hein. Ah non, l'effet Karim Ghezal a eu l'effet escompté, c'est le cas de le dire. Les joueurs en parlent quand même avec beaucoup d'adjectifs très positifs, en disant que voilà, il a libéré quelque part ses joueurs, son staff, et on le sent sur le terrain. C'était un match contre Montpellier le week-end dernier qu'ils auraient pu perdre dans la première partie de saison, parce que Montpellier est revenu souvent accrocher un peu cette équipe dans le match, mais Lyon a toujours su garder son avance, remettre un coup d'accélérateur quand il le fallait. On sent cette équipe quand même en confiance. Sur la fin de parcours qui l'attend, il faut voir en comparaison avec les autres dans les dynamiques, parce que là on voit quand même que les là ils vont clairement déjà ce week-end, ouais. Match décisif pour eux quand même. S'ils perdent, Clermont repasse devant, ça va être compliqué. Ouais, puis Clermont, malgré sa défaite quand même, Clermont 7e 44 points, Loup 6e 48 points. Ouais, si y a un classement le classement est là, donc en effet à 4 points, mais c'est vrai que dans les dynamiques quand même, Clermont, malgré sa défaite à Toulon, peut tirer quand même quelques enseignements de ce match et s'appuyer sur quelques certitudes dans le caractère collectif pour préparer ce match, et c'est clair que celui-ci va conditionner beaucoup de choses sur la suite de la course au top 6. Voilà, juste quand même sur ce programme des Lyonnais, il y a une demi-finale de Challenge Cup entre, on va dire, deux réceptions, enfin deux confrontations contre des concurrents directs pour la qualification. À Clermont, tu le disais Yoann, et ensuite le 10 mai, la réception de Pau. Est-ce que c'est un plus de jouer une demi-finale, ou au contraire, ça peut fragiliser un effectif si jamais il y a des blessures? Comment tu le vois, toi, pour cette équipe? Non, mais c'est un plus parce que ils auront l'occasion de jouer devant leur public. C'est toujours un événement de jouer une demi-finale. Donc il faut la jouer à fond, et on ne sait pas s'ils seront dans les 6, donc au moins ça leur laisse 2 chances. Et non, il n'y a pas il y a plus, là, à ce moment-là de la saison, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut baisser la tête, jouer les matchs qui se présentent avec le maximum de persévérance pour atteindre le top 6 et aller surtout en finale, parce que c'est un challenge européen et ça se joue à fond. Cette équipe de Lyon, on le disait, à 4 points d'avance sur Clermont et sur La Rochelle. Projetons-nous quand même sur Clermont, qui n'a plus de Coupe d'Europe à jouer, qui va donc recevoir le Loup, se déplacer ensuite au Castres Olympique, recevoir Perpignan, recevoir le Stade Français et se déplacer à Montpellier. Voilà pour le programme des Clermontois. Les Clermontois quand même qui n'ont qu'une victoire lors des 5 derniers matchs en top 14. Yoann, tu les vois comment? Parce que malgré tout, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps à Toulon, mais il y a 30 points au final. Hein. Il y a 30 points au final, tu as raison. Il y a des secteurs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer comme d'habitude. Mais sur cette fin de championnat, j'ai envie de mettre une pièce sur La Rochelle. Je sors un peu du sujet, mais qui n'a rien à jouer. Et qui est justement, rien à jouer, c'est pas de Coupe d'Europe pour une fois, donc ils vont pouvoir se focaliser amplement sur le top 14. Et je les vois un peu plus avec d'expérience que Clermont à ce stade de la compétition. Alors, c'est vrai que de toute façon, c'était ma question suivante. Est-ce que qui de La Rochelle ou Clermont est le plus dangereux pour repasser devant Lyon? La Rochelle, quand même, qui a eu très très chaud contre Bayonne, 29-28, ça aurait pu très mal se terminer, même s'ils ont mis fin à une série de 9 défaites. Leur calendrier est plus favorable quand même, François. Alors que Clermont, pas vraiment. Hein.
On va donner juste Ils sortent une fois de moins. Ils se déplacent une fois de moins. Ouais, mais ils reçoivent Perpignan, ils vont à Ils Vannes, reçoivent dans la foulée Perpignan et le Stade Français qui vont de toute façon sur ces matchs-là les deux jouer leur maintien. Voilà. Et ils vont à Bordeaux-Bègles ce week-end, samedi soir. C'est un peu là que ça va tourner, selon toi, Johan, la saison de La Rochelle, ou ça sera une journée plus tard? Ça peut se jouer là. C'est un derby, donc Bordeaux va préparer la demi-finale de Champions Cup. Est-ce qu'ils seront pleinement à 200% dans ce match-là aussi, sachant qu'ils ont déjà gagné à Pau? Je sais pas comment arriveront à gérer ce match les Bordelais. Donc ils ont peut-être un coup à faire les Rochelais. Et ensuite, ils ont tous ces matchs-là sont à leur portée. La réception de Montpellier, Perpignan, donc ils sont Montpellier, capables de... un point derrière La Rochelle, 9e, tout comme Pau. Voilà. Je veux dire, mais c'est des réceptions, c'est à domicile, donc tu vois, je pense qu'ils ont et le dernier déplacement, ce sera à Pau pour aller chercher une qualification. Donc je les vois plus dans les standards que Clermont aujourd'hui. D'accord, donc sur notre groupe de 5, là, le club des 5 pour le top 6, Lyon, Clermont, La Rochelle, Montpellier, Pau, on va pas y mettre le Racing parce que ça serait vraiment la grosse cote. Racing 40 points. Toi Philippe, tu mises sur La Rochelle et ou Clermont? Non, je mise sur Clermont plutôt dans les dynamiques, parce que en fait le vrai point d'interrogation, j'attends beaucoup de voir le caractère de cette équipe à Bordeaux ce week-end. Soit vraiment cette victoire, elle a déverrouillé quelque chose dans cette équipe complètement. Parce que sur le papier, je suis d'accord avec Johan, tous les matchs dont on parle, La Rochelle qu'on connaît est capable de gagner partout et contre tout le monde chez lui. Mais ils avaient pu gagner depuis mi-janvier, et là même le contenu contre cette équipe de Bayonne, il y a pas grand-chose de positif, si ce n'est ce caractère collectif à la fin là, quand ils sont dans leur camp, ils font pas de faute, ils laissent pas trop l'occasion aux Bayonnais de reprendre le score. Mais bon, c'est quand même vraiment au forceps tout ça, et on le voit dans les attitudes, le niveau de pression qu'il y a dans cette équipe. Alors, soit ça a débloqué quelque chose complètement, et auquel cas ils peuvent accrocher, mais j'y crois pas. Je pense vraiment que la fin de saison va être douloureuse. On sent que il y a quelque chose de lourd dans cette équipe, au-delà du fait que les avants sont lourds. Le truc leur est rentré dans la tête depuis janvier, et puis ça a pris des proportions, mais je pense que c'est une saison qui doit leur tarder de terminer. Déclic or not déclic, c'est ce qu'on... Dans la dynamique, je trouve Clermont plus serein et plus sûr de ses forces, même s'ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Sur ce point, vous divergez, Johan, pour conclure. Oui. Comme d'hab, Non, ça, c'est parce qu'il a perdu au qui je suis. Il est énervé contre moi, donc il revient en studio. Il revient en studio. C'est pas grave. C'est ça, mais bon, en tout cas, ça sera à suivre. Côté maintien, quand même, cette défaite du Stade Français, il y a désormais Vannes, qui est à 30 points avec la 14e place. Perpignan, 13e, donc barragiste, 36 points. Égalité de points avec le Stade Français, mais la différence de points est pour l'instant favorable aux Parisiens, et donc le Racing est 11e avec 40 points. On va se concentrer sur ces 3 clubs, le Stade Français, Perpignan et Vannes. On va y mettre aussi le Racing, parce que est-ce qu'il y en a un des 3? Alors le Perpignan s'en est sorti quand même vraiment juste, 28-24 face au Racing, avec quand même une fin de match qui a été très très pénible pour les Catalans. On a la sensation, et peut-être que je me trompe, mais que le Racing est un peu au-dessus dans cette lutte déjà. Oui, moi je trouve que le Racing est un ton au-dessus. L'effet Patrice Collazo a eu lieu pour moi, le déclic de confiance qui manquait à cette équipe, ils l'ont trouvé. Alors sur le papier, ça a été un peu douloureux, ça a été les montagnes russes, parce que ils ont fait un bon premier match et puis ensuite ils ont perdu sur leur pelouse contre Vannes, je crois. Donc ils n'ont pas sur le plan comptable complètement validé ça. Par contre, on
voit une équipe quand même solide, beaucoup plus sûre d'elle. Et en effet, il y a plein de motifs qui expliquent le fait qui ramène pas de victoire de Perpignan, mais on a senti cette équipe capable d'aller la chercher. Et donc je crois qu'elle est un peu sortie d'affaire et qu'elle peut regarder un peu plus sereinement vers le haut, ou du moins préparer sa fin de saison tranquillement, même s'il n'est pas forcément question d'ambitionner le top 6. Ouais. Le vrai sujet, c'est entre le Stade Français et Perpignan pour moi. Alors, Stade Français Perpignan, déplacement au Racing le week-end prochain pour le Stade Français, déplacement à Perpignan lors de la 23e journée, ce sera le 10 mai, puis la réception du Loup, déplacement à Clermont, réception du Castres Olympique pour les Parisiens. Un petit mot sur les Catalans, donc ils vont à Montpellier ce week-end, ce sera samedi dans le multi sur Sud Radio, et puis ensuite il y aura la réception du Stade Français, déplacement à Clermont, déplacement à La Rochelle, réception du Stade Toulousain en 26e et dernière journée. Johan, ça penche pour qui? Je dirais avantage à Perpignan pour le coup. On verra après ces 2 dernières journées entre le Stade Français qui se déplace 2 fois, 2 déplacements compliqués chez des concurrents directs. Voilà, il va falloir des matchs d'hommes là, des matchs où il va pas falloir se cacher. Et est-ce que Vannes peut se servir, vous savez, ce duel un peu, j'ai envie de dire à 3, mais est-ce qu'ils vont pouvoir casser la ligne Vannes et prendre cette place de barragiste? Moi, j'ai envie d'y croire, même si ça paraît compliqué quand même pour les vanter. Après, tous les matchs de ce week-end pour ces 3 équipes-là, ils vont conditionner beaucoup de choses. Vannes reçoit Toulon. Hein. Vannes reçoit Toulon. Si Vannes crée l'exploit, parce que quelque part quand même, on sent quand même cette équipe de Toulon aujourd'hui sûre d'elle est supérieure, mais Vannes a accroché de grosses équipes. Attention. Attention. Ils ont accroché de grosses équipes. Mais si Vannes fait le coup et que dans le même temps le Stade Français perd au Racing. Et Vannes reçoit 2 fois, Philippe. Hein. Vannes reçoit 2 fois. Ouais, ils reçoivent le Stade Rochelais après. Ouais, et après ils recevront Pau lors de la 25e journée. Non, mais pour le coup, si vrai, le scénario très compliqué pour le Stade Français, je pense mentalement, vu déjà la situation dans laquelle on les sent aussi fébriles que ça. Si Vannes fait le coup contre Toulon et que dans le même temps le Stade Français perd au Racing, là, la fin de saison du Stade Français, en regard avec le Vannes, ça va se jouer là-dessus. Et Perpignan est un peu sorti du truc parce que ils vont à Montpellier, donc ils peuvent faire un coup à Montpellier, mais je trouve Montpellier quand même solide à domicile. Et après Perpignan, ils reçoivent le Stade Français. Donc là, il restera 3 journées après ça. Mais là, vraiment, dans un scénario un peu catastrophe pour le Stade Français, le 10 mai, ils peuvent avoir quand même la tête dans le seau sérieusement. Eh ben, on va suivre ça, bien sûr. On le vivra sur Sud Radio ce week-end. Dans un instant, messieurs, on va parler de rugby féminin. Oui, parce que les Françaises vont disputer la finale des 6 nations à Twickenham samedi face à l'ogre anglais. Vont-elles y arriver? Vont-elles enfin vaincre le signe indien, ce signe qui leur échappe depuis 2018? On va en parler avec David Ortiz, le sélectionneur des Bleus, qui sera avec nous dans un instant en direct, en duplex sur Sud Radio. À tout de suite. Et merci, Johan. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve à samedi. Ouais, à bientôt. Les vraies voix de tous les rugby avec Philippe Spanghero bien sûr et vous au 0826 300 300 et puis tous les rugby parce qu'on parle de rugby féminin. C'est un grand jour qui attend nos Bleus samedi. Oui, il y aura la finale du tournoi des 6 nations à Twickenham. Ça fait désormais 7 ans que les Françaises ne parviennent pas à battre les Anglaises. Vont-elles enfin y parvenir? Ben voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir et c'est pour cela qu'on a joint tout à l'heure, il y a quelques minutes, David Ortiz, co-sélectionneur du 15 de France qui était avec nous. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby en direct sur Sud Radio. On est en ce lundi de Pâques, très heureux d'accueillir sur l'antenne David Ortiz, co-sélectionneur du 15 de France féminin. Salut David. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, c'est une grande semaine pour l'entraîneur que tu es, David, puisque tu vas devoir, une fois encore, avec ton équipe et Gaël Mignot, bien sûr, qui est avec toi dans le staff du 15 de France féminin, défier l'ogre anglais. C'est une semaine forcément, on imagine, programmée, mais déjà, il doit y avoir la tension de ce match qui aura lieu samedi. Hein. Oui, c'est sûr, c'est ce dernier match pour nous, ça c'est comme une finale. On
On y pense aujourd'hui, mais la volonté de nos derniers matchs qu'on a fait sur les journées précédentes était aussi de pouvoir se confronter à d'autres profils d'équipe, de monter en puissance et en tout cas pouvoir s'offrir une opportunité de jouer une finale à Twickenham, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on a basculé fort depuis aujourd'hui sur cette préparation de match et en tout cas, c'est l'excitation des finales, l'excitation de ces matchs un peu couperés et qui plus est face à une très très belle équipe d'Angleterre. Alors on va revenir bien sûr sur ce match face à l'Angleterre d'ici quelques instants, mais quand même arrêtons-nous sur ce 4e succès de ton équipe des Bleus, les Françaises qui ont battu l'Italie 34-21 à Parme, 5 essais à 3, avec 2 mi-temps un petit peu complètement contrastés, voilà, 22-0 en votre faveur en deuxième mi-temps, mais la première, elle avait été un peu poussive. Comment t'expliques un peu ces deux visages? C'est un peu récurrent, hein. Oui, c'est un petit peu récurrent. C'est en tout cas, ce qui est sûr, c'est la chose qu'il va falloir que l'on corrige, arriver à faire des matchs pleins. Il y a vraiment eu un manque de discipline, un carton jaune qui nous a mis très vite en difficulté, avec pas mal de munitions données aux Italiennes qui les ont plutôt exploitées de manière efficace via des ballons portés où on a été en difficulté aussi. Donc voilà, on n'a pas réellement pu exister dans cette première mi-temps par notre manque de discipline, chose qu'on a corrigée à la mi-temps et c'est sûr que dès qu'on regagne la possession, dès qu'on a plus le ballon, dès qu'on fait preuve un petit peu plus de rigueur dans notre jeu, on arrive à le mettre en place et à pouvoir reprendre la possession du match. Donc voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille, en tout cas mettre en avant le rôle aussi des leaders de jeu et des finisseuses qui ont repris la main du match et qui ont permis de refaire basculer le match à notre faveur sur la fin. Voilà, les Italiennes qui sont des adversaires qui vous donnent du fil à retordre, hein, notamment on se souvient de la préparation de la Coupe du Monde en 2022 où ça avait été plutôt difficile. Par rapport aux 4 matchs que vous avez disputés dans ce tournoi jusqu'ici, il y a eu l'Irlande, il y a eu l'Écosse, le Pays de Galles et donc l'Italie. Voilà, quel est le match le plus abouti, selon toi, David, depuis le début du tournoi? Je pense qu'ils sont aboutis chacun par des particularités différentes. Je crois que le premier match en Irlande avec 20 minutes à 14 avec le carton rouge de Gabi et notre capacité à rester dans le match, à revenir au score et à gagner. Clairement, le match de l'Écosse c'est sûrement le plus abouti sur sa globalité, sa totalité, où clairement on a quand même plutôt maîtrisé, on n'a jamais réellement été en difficulté. Mais bon, voilà, chaque match est différent. Je crois que chaque match doit se construire et c'est ce à quoi on s'attelle nous. C'était suite au W15, ce qui nous semblait prioritaire, c'est arriver à construire nos matchs, à les maîtriser. On sait que dans un match, tout n'est pas linéaire. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. C'est d'être capable d'être très pragmatique sur ces moments-là. Et chaque match nous a apporté son lot de satisfaction, comme son lot de secteurs à progresser. Ce qui est sûr, c'est que ce match de l'Italie qu'on appréhendait particulièrement était sûrement le plus dur, dans la mesure où c'est une équipe qui nous ressemble, qui nous impose beaucoup de menaces aussi, et qui nous a mis en difficulté dans notre propre jeu aussi. Donc, en tout cas, c'était un bel adversaire pour bien préparer finalement ce dernier match qui nous attend ce week-end. Ouais, 34-21, on rappelle le score. Sur l'indiscipline, là, tu parlais de la récurrence de l'indiscipline. Voilà, je crois qu'il y a eu 14 pénalités concédées là par tes joueuses. Voilà, est-ce qu'il y a un point commun, on va dire, sur tous les matchs? Voilà, est-ce qu'il y a une zone de jeu ou un problème qui est récurrent? Il y a pas réellement un fil conducteur. C'est souvent lié à la défense, mais aussi parce que c'est une indiscipline qui est liée à un manque de possession de balle. Donc c'est ce qui semble assez logique. Maintenant, les fautes, elles sont pas forcément toujours communes, linéaires. Donc pour moi, il y a une part de maîtrise du match global en termes de possession aussi, en termes de capacité à avoir le ballon, à imposer le tempo, qui je pense nous met plus ou moins en difficulté en fonction de si on l'a ou pas sur la partie discipline. Donc il n'y a pas réellement un fil conducteur.
Après, ce qui est important, c'est que notre discipline, c'est celle qui va nous permettre d'avoir plus de munitions, d'avoir plus de possession aussi. Donc, faut qu'on arrive à gagner là-dedans pour pouvoir optimiser au mieux notre jeu et pouvoir avoir la maîtrise du match et le tempo du match. Bon, samedi, Twickenham, depuis 2018, l'équipe de France n'a pas battu l'Angleterre, même si elle essaye à chaque fois avec beaucoup de courage, de vertu. Ça va passer par où ? Ça sera de loin le besoin de faire un match plein. On sait à quel point, et il y a 2 ans à Twickenham également, on sait ce que nous a coûté les 2 cartons jaunes que l'on prend. Donc l'infériorité numérique va à son importance. Donc le côté discipline, c'est une certitude que ça sera un des secteurs prioritaires sur lesquels il faudra qu'on soit très propre. Et après, on sait que l'équipe anglaise, c'est une équipe qui récite. Aujourd'hui, elle est de loin la meilleure équipe. Quand on voit leur montée en puissance match après match, c'est une équipe vraiment qui maîtrise son domaine. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui, par leur culture aussi, peut être déjouée si on met les ingrédients là où il faut. Donc, voilà, notre discipline, notre capacité à monter fort, à être très connecté en défense, à les agresser et puis à gagner cette ligne d'avantage. C'est une équipe très puissante qui joue beaucoup sur la ligne d'avantage, que ce soit en attaque et en défense. Et ça sera clairement la guerre de la ligne d'avantage qui nous permettra de pouvoir maîtriser en tout cas cette équipe anglaise. Et après, à nous d'être pragmatiques quand les occasions de marque se créent pour prendre le score et mener le score le plus possible. C'est un peu une leçon de management là que tu peux nous donner, David Ortiz, quand même, parce que quand on affronte une équipe qui balaye un peu tout le monde, la différence de points est assez phénoménale. Elles ont battu l'Écosse 59-7 le week-end dernier. Comment on fait pour rentrer dans la tête de ces joueuses et leur dire vous allez le faire? En fait, c'est quoi le petit plus? Parce qu'il y a la partie technique, bien sûr, tout ce que vous décryptez, tout ce que vous savez, mais sur la partie managériale, c'est quoi le secret là? Qu'est-ce que tu peux dire? Aujourd'hui, c'est assez simple, j'ai envie de dire, parce qu'on a tout à y gagner face à cette équipe. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'elle maîtrise l'échiquier mondial que il n'y a pas de débat sur le fait de se demander si on est à leur niveau ou pas à leur niveau. Donc la chose qu'on dit aux filles maintenant, c'est que on a tout à y gagner. Il faut qu'on ose, il faut qu'on tente, il faut qu'on les prenne sur des ballons de récup. On a la capacité, la qualité de joueuse pour les déplacer. Donc voilà, ça va être notre capacité à lâcher prise aussi par rapport à l'événement, par rapport à l'environnement, par rapport au stade, et lâcher prise par rapport à la situation. Aujourd'hui, la question de la rivalité ne se pose même plus. Mais c'est à nous maintenant peut-être de ne pas en faire de ce match un événement à part et de le prendre avec autant de normalité qui nous permettent de jouer finalement de manière libérée et en se disant qu'on a tout à y gagner à condition de respecter un certain nombre de choses sur lesquelles on s'est mis d'accord avec nos leaders et l'équipe pour les affronter. Donc une notion de lâcher prise par rapport à cette équipe, par rapport à l'environnement et le contexte. Ça veut dire, on va dire, tenter des choses qu'elles ne tentent pas forcément, tes joueuses, habituellement ? Oui, éventuellement, mais je pense que c'est oser aussi faire les choses qui nous permettent de faire la différence. Aujourd'hui, on a des joueuses de qualité, mais il faut aussi qu'on lâche la bride sur. On aura des opportunités sur de la contre-attaque ou des turnovers. Il faudra exploiter au maximum ces temps-là de possession parce qu'on sait de loin qu'elles seront sûrement les meilleurs ballons pour mettre à mal ces Anglaises. Donc, faudra oser jouer ces ballons de récupération, faudra oser les déplacer, faudra oser mettre le rythme sur ces ballons-là et rester très dans notre cadre qu'on pose quand le jeu va être beaucoup plus structuré. Et endiguer ces cocottes, ces ballons portés des Anglaises, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, là? Je crois qu'il y a une évidence sur la notion de densité. Je crois que c'est un secteur dans lequel elles excellent. Après, aujourd'hui, nous, on travaille fort sur ce secteur qui est peut-être un secteur sur lequel on a été mis en difficulté sur les derniers matchs. Ce qui est important, c'est les empêcher en tout cas de pouvoir mettre en place leur ballon porté, d'essayer de les déstabiliser le plus tôt possible dans cette structuration-là, de colmater vraiment tous les espaces et de pouvoir rester toujours devant elles pour ne pas se faire enrouler ou déborder sur ces ballons portés. Donc voilà, c'est un travail technique, mais aussi à la fois d'engagement. Je crois que les ballons portés,
se joue en tout cas sur les 2-3 premières secondes de leur structuration. Donc à nous d'être très précis, agressifs sur ces moments-là pour prendre en tout cas le tempo et la température de leur ballon porté et les obliger à devoir attaquer ailleurs, là où on pourrait mieux les contrer. Bon, on l'espère en tout cas, on croise les doigts pour cette Angleterre-France de samedi. Les filles connaissent la compo d'équipe? Elle est déjà établie? Pas encore, on va l'annoncer ce soir, donc voilà, ça va vite arriver. Bon, nous on veut bien la prendre en exclu, hein, si tu veux, David. Hein. on va vous la donner juste après, mais bon voilà, c'est une compo pas évidente, on en est conscient, mais voilà, ça va nous permettre en tout cas, après cette annonce, de pouvoir basculer fort avec les 23 joueuses qui seront alignées pour mieux préparer ce match. Voilà, on sait qu'il y avait eu des petites retouches entre les 2 premiers matchs et puis les matchs qui avaient suivi, notamment aux ailes et puis en première ligne. Est-ce que là, c'est plutôt une équipe compo qui va déterminer la meilleure équipe du tournoi, ou plutôt ça va être la reconduction plutôt entre guillemets des victorieuses de l'Italie? Il y aura forcément une forme de continuité et comme on a eu tout au long de nos matchs, j'ai envie de dire, on essaie de garder des fils conducteurs, des associations, des connexions, développer notre expérience collective. Mais après, il y aura forcément des petites retouches que l'on envisage en fonction de certains profils qu'on souhaite plutôt avoir sur le terrain, peut-être au début, peut-être à la fin du match. Mais également tenir compte de certaines incertitudes. Donc voilà, c'est ça. Notre composition d'équipe, elle mêle pas mal de facteurs sur lesquels on a réfléchi de manière très posée avec le staff et évidemment, ça sera l'équipe qu'à ce jour sera le plus en mesure de pouvoir remporter le match. Voilà, et de faire tomber ces Anglaises à Twickenham, ça serait un immense exploit. On vous le souhaite en tout cas, David Ortiz, Gaël Mignot, tout le staff du 15 de France féminin. Voilà pour ce match qui sera donc la finale du tournoi 2025. Merci David, et donc bonne compo d'équipe ce soir avec tes joueuses, et bonne semaine jusqu'à Twickenham, et à très bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Voilà donc David Ortiz qui était avec nous il y a quelques minutes, juste avant cette réunion qui a lieu en ce moment même pour la compo d'équipe. Voilà, on aimerait avoir la recette magique pour battre ces Anglaises quand même, parce que elles sont plus puissantes, elles font tout un peu mieux que les Françaises, mais bon, elles sont pas non plus infaillibles. On va y arriver un jour. Elles sont pas infaillibles, j'espère qu'on y arrivera un jour. Malheureusement, la recette magique, on a quand même l'impression qu'on la connaît un peu. On a eu assez de joueuses françaises qui nous parlent du modèle anglais, qui est quand même assez unique au monde dans le rugby féminin, en termes de professionnalisation de ces joueuses. Et donc, la recette miracle, on la connaît un peu. Il faut tendre vers ça. Il faut trouver l'économie aussi en France qui le permette, parce que en Angleterre, ce que nous disent les joueuses qui les ont côtoyées, et notamment Lénaïque Corson qui a joué, c'est qu'il y a beaucoup plus de proximité entre les clubs professionnels hommes et femmes, qu'elles bénéficient des coachs, des installations, de volume d'entraînement aussi, qui font qu'elles sont mieux préparées que les autres. Alors, elles ont dépassé les Néo-Zélandaises, les Françaises ont aussi, je crois, dépassé le rugby néo-zélandais. Enfin, ces dernières saisons, elles nous l'ont montré. Donc là, aujourd'hui, le grand rival, c'est l'Angleterre. Donc il y a un très très beau match qui attend les Bleus à Twickenham, mais encore près de 60 000 personnes. Ça, on peut se réjouir de ça quand même, du spectacle qu'offre le rugby féminin et de son pouvoir d'attraction sur le public, parce que c'est ce qui va permettre de générer derrière tout ça une économie qui fera que les filles trouveront un statut professionnel et j'espère très vite arriveront à s'étalonner avec les Anglaises dès samedi, j'espère. On l'espère, effectivement, ce sera à Twickenham, et on le vivra aussi sur Sud Radio dans notre après-midi rugby, en plus du top 14. Dans un instant, on va se replonger quand même dans l'histoire du rugby. L'histoire du rugby, et qui nous envoie l'enregistrement à Johan Huget pour qu'il connaisse les mecs un peu pour le petit jeu. Voilà. Lucien Mias, voilà, une légende du rugby français. C'est un livre, voilà, qui vient de sortir aux éditions Priva par Gilles Navarro. Gilles Navarro qui va être avec nous dans un instant. On va vous parler de ce monsieur qui fut vraiment un homme marquant de notre rugby, qui nous a quittés il y a un an à peu près, et qui avait marqué donc l'histoire du rugby. On va en parler dans un instant sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. À tout de suite.
Avec Félix Spanghero, bien sûr, et vous, les passionnés de rugby qui connaissent forcément ce nom, Lucien Mias, une légende du rugby français. Et pour en parler, l'auteur de cette biographie qui est avec nous en direct, notre ancien confrère de l'équipe, et qui est toujours journaliste, bien sûr, Gilles Navarro. Salut Gilles. Salut François, salut Philippe. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, tu es un habitué des biographies et des livres sur le rugby. Il y a eu celle sur Guy Novès, sur Vincent Clerc, sur Guillaume Guirado. Il y en a eu beaucoup, bien sûr. Mais pourquoi se lancer en 2025 sur Lucien Mias, qui a marqué les années 50-60 du rugby et qui nous a quittés à 93 ans il y a un an? Parce que ce nom m'intriguait. Lucien Mias, tout le monde en parlait, mais on ne savait pas trop ce qu'il avait fait. On ne connaissait pas grand-chose de sa carrière, parce que lui-même ne tenait pas à faire beaucoup de publicité sur ce qu'il avait fait. Il était passé à autre chose, il était devenu médecin. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Dr Pack. Et il ne souhaitait pas trop s'épandre là-dessus. Et moi, je l'ai rencontré un jour à Brassac, où les anciens de la tournée de 58 fêtaient les 50 ans de leur exploit en Afrique du Sud. Et j'avais été subjugué par l'aura que cet homme avait auprès de ses anciens coéquipiers. Il le battait tous. 50 ans après, c'était toujours lui le boss, c'était toujours lui le chef, c'était toujours lui le patron. Et j'avais été très impressionné et j'étais allé discuter avec lui et puis je lui avais suggéré à l'époque de faire un bouquin sur sa biographie. Là, il me disait avec sa fagonde, mais mon pauvre ami, mais qui voulez-vous que ça intéresse? Mais je lui dis, ceux qui aiment le rugby déjà, ceux qui aiment le rugby, qui aiment l'histoire du rugby, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Ouais, on l'a bien sûr croisé pour les plus vieux que nous sommes, mais toi Philippe qui est bien plus jeune que nous, voilà, peut-être qu'il y a eu sans doute des liens entre les Spanghero et Lucien Mias. J'ai eu l'occasion de le croiser parce que c'est vrai que mon oncle Walter aimait réunir les grands anciens régulièrement et j'ai eu la chance et je le dis souvent, mais c'est vrai que je me suis rendu compte assez tôt que c'était une vraie chance de côtoyer tous ces gens. Ça pouvait paraître naturel parce que j'ai grandi avec eux, mais ça l'était jamais en fait. Je prenais beaucoup de plaisir avec ces anciens là et puis il y avait ce lien quelque part un peu avec Walter et avec l'équipe de 64, puisque moi ce que je retiens de Lucien Mias, c'est cette tournée 58 en Afrique du Sud qui a été mystifiée quelque part depuis la France par les médias de l'époque. Et donc moi j'ai beaucoup entendu parler de celle de 64 à laquelle a participé Walter. Qui était très jeune à l'époque, qui avait 20 ans à peine. Walter venait d'être sélectionné un peu en urgence et est parti là-bas. Mais bon, ce qu'ont fait les joueurs de 64, on les a ramenés toujours à ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs de 58, amenés par Lucien Mias en fait. Oui, parce que cette tournée elle a été marquante, on la connaît. Denis Lalanne était le seul journaliste qui était parti pour l'équipe, accompagner cette tournée, mais qui était, on va dire, dirigé par un capitaine qui n'avait pas peur de dire les choses, là, notamment au Duc, Amédée Domenech. Qui était un peu le meilleur joueur de l'époque et il avait un certain franc-parler, Lucien Mias, Gilles. Oui, d'ailleurs, Amédée Domenech n'a pas fait la tournée de 58 parce qu'il tenait un bar à Brive et il avait dit, bon, je vais rester tenir mon bar à Brive. Et Lucien Mias lui avait dit, écoute, tu es le meilleur d'entre nous, mais sans toi, on est meilleur. Donc, voilà, il avait remis à sa place et il lui avait dit que voilà, que le rugby est un sport collectif et que c'était pas la peine de se mettre en avant tous les dimanches, de rouler un peu les mécaniques. Ce qu'il voulait, lui, Lucien Mias, c'était un collectif, une équipe où tout le monde se battait pour tout le monde, quoi. Où les gars, ils allaient au sacrifice pour le copain. Et c'est ce qui s'est passé en 58 parce que la tournée, elle a été extraordinaire. On leur promettait pique-pendre à ces pauvres Français qui étaient pas la meilleure équipe du monde à l'époque, alors que les Springboks, à l'époque déjà en 58, étaient considérés comme l'une des meilleures nations du rugby mondial, à même titre que les All Blacks. D'ailleurs, les Springboks, quand ils reçoivent l'équipe de France en 58, ils n'ont jamais perdu chez eux une tournée. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une équipe qui venait les visiter, les Sud-Africains remportaient ce qu'on appelle les tests, quoi. Et les Français, à qui, bon, on ne sait pas trop où ils... En plus, c'est une époque où, vous savez, en 58, l'équipe de France de football, de Juste Fontaine, venait de terminer 3e et ça avait eu un impact formidable en France. La France, enfin, montait sur le podium de la Coupe du Monde de foot, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de la Coupe du Monde de foot. Donc l'équipe de France, elle est partie en Afrique du Sud. En catimini, personne ne savait qu'il y avait une équipe de France de rugby qui allait partir en Afrique du Sud. Et ils allaient écrire la légende, justement,
à grands coups de solidarité et en une équipe qui faisait bloc et chacun pouvait aller au sacrifice pour le copain et ça c'était formidable. Et Lucien Mias s'est avéré être le patron de cette équipe parce qu'il n'était pas le capitaine au départ. Il se trouve que Michel Celaya, qui était capitaine, s'est blessé, que son remplaçant aussi s'est blessé et les deux capitaines de l'équipe de France se sont retrouvés blessés. Et Lucien Mias, tout à fait naturellement, parce qu'il avait une autorité naturelle, eh bien, il est devenu le capitaine et il a écrit cette légende avec ses 20 copains ou ses 25 copains. D'ailleurs, il n'aime pas trop le discours du président René Crabos au moment de partir, parce que c'est un événement quand même dans le rugby français d'aller défier, on va dire, une nation majeure. Et puis, ils étaient invités. Les Français avaient quand même eu une histoire un peu compliquée avec toute leur destination. Ils en avaient été exclus pour à la fois des problèmes de professionnalisme et puis aussi de discipline, on va dire comme ça. De violence, de violence. Donc c'est vrai qu'il fallait absolument montrer une bonne image. Mais voilà, Lucien Mias n'aimait pas trop le discours un peu, on va dire, réducteur du René Crabos, qui disait s'il pouvait en gagner un ou deux, c'est pas mal, quoi. Ouais, alors il a dit, le président, nous on y va pour les gagner tous. Alors René Crabos dit, ouais, mais lui avec Lucien Mias, c'est Lucien Mias, il en rajoute toujours un peu, il est toujours un peu trop sûr de lui. Et en fait, c'était Lucien Mias qui avait raison, parce que ils vont terminer cette tournée avec un match nul sur le premier test, et ils remportent le deuxième test, alors que dans l'équipe, il doit rester que 17-18 joueurs valides, parce que les Français ont été confrontés cette année-là à la violence du rugby sud-africain, où les Sud-Africains rechaussaient au sens propre du terme tout ce qui traînait par terre, tout ce qui bougeait. Et donc les Français ont fait peur d'un courage formidable avec des joueurs comme Jean Barthes, comme Lucien Mias, bien évidemment, comme Aldo Caglio, des gens comme ça, Marquez Souza. Ce sont des gens formidables qui ont réussi quelque chose qui a marqué les esprits. Et en fait, ça a marqué les esprits un an après. C'est-à-dire que Denis Lalonde, qui était le seul envoyé spécial de la presse française en Afrique du Sud, envoyé spécial de l'équipe, a écrit un bouquin l'année après, qui est devenu un best-seller. Et il racontait toutes les anecdotes de ce 15 de France. Il racontait cette tournée formidable sur les conseils d'Antoine Blondin, parce que c'est Antoine Blondin qui lui avait présenté un éditeur. Et Denis Lalonde a écrit un bouquin qui a fait date et qui est rentré dans la légende de la littérature sportive française sur cette tournée de 58. Voilà, Lucien Mias, donc c'est aux éditions Privat, une légende de rugby français. Au-delà de cette tournée dont on connaît quand même aussi l'histoire, c'est aussi le parcours d'un exemplaire, aujourd'hui on appelle ça d'un joueur plus réactif, mais enfin quand même, à un moment il a arrêté sa carrière pour se consacrer à ses études de médecin pour devenir médecin généraliste. C'est-à-dire qu'au départ, il était instituteur. Il avait fait l'école normale à Carcassonne. Il était instituteur. Et au bout de quelques années, il a vu sa mère mourir dans un mouroir à Narbonne, un grand hôpital. À l'époque, les gens atteints du cancer en phase terminale, ils étaient dans des grandes salles sans séparation, sans claustrat, sans rien. Ils étaient une vingtaine, une trentaine de mourants. C'est un mouroir, quoi. Et lui, quand il allait voir sa mère dans cet hôpital, il avait le cœur serré, il avait le ventre qui se nouait. Il disait, mais c'est pas possible. On peut pas, nos parents, nos grands-parents, on peut pas les laisser mourir comme ça, c'est indécent. Donc il s'était promis qu'il ferait quelque chose pour les gens âgés et qui étaient malades et en phase terminale. Et donc instituteur, il a demandé à son président de Mazamet, qui s'appelait Jean Fabre, qui est un homonyme parfait du Jean Fabre du Stade Toulousain que l'on salue. Jean Fabre, le président de Mazamet, lui a dit, écoute, moi je te paye les études, je te paye les études de médecine. Alors évidemment, c'était pas gratuit. Je veux dire, après Lucien Mias, il a remboursé, et sur le terrain et en dehors, il a remboursé ce que son président avait fait pour lui. Mais pendant 6 ans, le président de Mazamet a financé les études de médecine de Lucien Mias, qui était déjà marié, qui avait déjà un enfant, qui avait une fille, Annie. Ils sont partis à Toulouse dans un petit appartement, dans une petite maison prêtée par Jean Fabre, qui possédait cette maison, et puis une voiture prêtée par le club. Donc c'était un mécène, Jean Fabre, et Lucien Mias a profité de cette générosité pour reprendre ses études et finalement devenir médecin à 30 ans, ce qui l'incitera ensuite. C'est pour ça qu'il avait repris sa carrière internationale, parce qu'il avait mis en parenthèse 3 ans pour ses études de médecine, évidemment. Il jouait qu'avec Mazamet, il ne jouait plus en équipe de France. Et en 57, sur les conseils d'Henri Garcia, qu'il avait vu jouer avec Mazamet, qui le trouvait formidable, qui a dit que c'était le meilleur troisième ligne que l'on possédait, deuxième ligne, troisième ligne qu'on possédait en France à ce moment-là. Et René
René Crabos, le président de la fédération, intrigué, était allé voir Lucien Mias, il lui avait demandé de reprendre du service fin 57 et en 58, la tournée en Afrique du Sud va glorifier, va magnifier la carrière de Lucien Mias. Voilà, grand spécialiste de la gériatrie en médecine, bien sûr, avec un site internet Papidoc, l'on peut encore consulter. Voilà, Lucien Mias, grande figure du rugby français. C'est un très beau livre en tout ça, et j'ai beaucoup aimé la préface de Fabien Pelouse quand même, qui raconte qu'il est allé à la rencontre de cette illustre deuxième ligne du 15 de France, Lucien Mias. Gilles, ça dit tout aussi, hein, ça dit beaucoup quand même de l'impact et de l'empreinte qu'a laissé Lucien Mias. Oui, parce que Fabien Pelouse, qui est quand même recordman des sélections du rugby français, deuxième ligne lui aussi une grande partie de sa carrière, s'est dit mais j'ai jamais rencontré Lucien Mias, qui est le deuxième ligne référence de l'histoire du rugby français. Donc il a pris à son propre initiative, il a appelé Lucien Mias, il a dit Lucien, j'aimerais venir vous voir. Et Lucien, qui était un garçon, qui était un homme très affable et très attrayant, et surtout qui était très avenant, on lui a dit mais bien sûr, viens voir. Ils ont parlé à bâton rompu pendant 2-3 heures, et Fabien était enchanté de cette rencontre et de cet échange qu'il avait eu avec son prédécesseur, avec Lucien Mias. Et ben voilà, c'est un livre donc chez Priva Édition. Je le montre à la caméra si vous nous regardez, bien sûr, voilà, il faut bien que je le mette près du micro parce que sinon c'est hors cadre. Voilà. Mais en tout cas, merci Gilles. Voilà, Lucien Mias, une légende du rugby français, c'était toujours un très beau moment. Merci Philippe d'avoir été avec nous, bien sûr. Merci Maxime, merci Gilles. Et dans un instant, Jacques Pessis qui va être avec nous pour les clés d'une vie. À tout de suite sur Sud Radio.